Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui l'auteur de Martha. Je veux bien sûr parler de Benoît Fourchard. Bonjour Benoît. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir à nouveau aujourd'hui. Tu étais venu dans nos studios en septembre 2023 et tu reviens aujourd'hui donc avec un recueil de nouvelles qui s'intitule Indéfectible aux éditions de La Lanterne et paru en janvier 2024. Tout à fait. Alors, Benoît, après Martha, tu reviens avec un recueil de 20 nouvelles. Alors, tu écris beaucoup de choses dans des styles très différents. Pourquoi tu reviens à la nouvelle ? Alors, la nouvelle, c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps, parce que c'est, je crois, le 5e recueil que je fais, chez différents éditeurs, dont un éditeur nancéen, d'ailleurs, La Dragonne. J'ai fait 3 recueils chez lui. La nouvelle est un genre que j'affectionne particulièrement, parce que ça me permet d'aborder plusieurs sujets dans le même livre. Oui. Et puis, c'est une autre forme d'écriture que le roman, où il faut aller à l'essentiel, et puis ça me permet effectivement, là en l'occurrence, puisqu'on aborde plusieurs sujets qui traitent un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que il y a toujours un événement phare, et c'est savoir un petit peu comment des gens, des anonymes, on va dire entre guillemets, réagissent par rapport à cet événement. Et à des époques différentes. Voilà. Parce que moi, au départ, quand j'ai commencé à le lire, j'ai cru qu'on était dans un ordre chronologique. Et en fait, on passe d'une époque à l'autre. C'est un petit peu chronologique quand même. C'est vrai qu'à des moments, on revient un petit peu en arrière ou on va plus en avant. On revient en arrière, etc. Oui, tout à fait. Et c'est assez intéressant parce que, c'est donc ma deuxième question. Moi, j'ai beaucoup aimé J'épouserai bien Maurice René. La nuit où Elvis Presley est mort, moi, je le trouve juste incroyable. Enfin, elle est extraordinaire parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça, en fait. Et puis, j'aime beaucoup Clotilde du Nord et L'âge de raison, qui sont mes préférés. Et du coup, c'est comme si tu travaillais avec une machine à remonter le temps et tu nous remets tout de suite dans la bonne période. Comment tu documentes ça ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas chercher ça, par exemple, tu écoutes des choses, par exemple, dans un bar quand tu vas boire un café ? Ou est-ce que c'est des choses que tu entends aux informations ? C'est quoi ta source d'inspiration, en fait ? C'est très, très variable. Ouais. Alors, dès que j'ai eu l'idée de composer ce recueil autour de cette sorte de thématique... très vite, je cumule un petit peu différents événements dont j'ai envie de parler, ceux qui m'évoquent à moi quelque chose. Par exemple, tu citais Clotilde du Nord. Ouais. C'est quelque chose c'était pas les mêmes personnages, mais la situation est strictement la même que ce que j'ai pu vivre. C'est une pièce que j'ai montée avec la compagnie Les Fruits du Hasard, qui s'appelle Clotilde du Nord. Ouais. Où il y avait exactement comme dans l'histoire, une caméra et une télé. Oui. Et en fait, on a assisté au 11 septembre, je ne devrais pas déflorer l'histoire, mais ne dis pas en direct. Donc, en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu vivre, sauf que c'est jamais de l'autofiction. Donc, je me sers de situations que j'ai rencontrées ou dont on m'a parlé, et j'invente des personnages. Et effectivement, il y a toujours beaucoup de documentation sur chacune des histoires, de la documentation au préalable, mais même pour Martha ou autre, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir... un matériau de départ crédible, en quelque sorte. Parce que tu vois, par exemple, La nuit où Elvis Presley est mort, le titre, on attend en début de nouvelle, voilà, Elvis Presley est mort. On attend ça, qu'il soit l'élément déclencheur. Et en fait, ça vient s'imbriquer dans l'histoire. Et je trouve ça assez perturbant pour nous, lecteurs, parce que déjà, c'est un recueil de nouvelles, donc on peut lire la nouvelle, genre n'importe quoi, la 1, la 5, la 8, la 3, c'est intemporel, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais là, en plus, dans cette nouvelle-là, qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est vraiment, il se passe plein de choses, et ça arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, Elvis Presley est mort, et là, tout bascule, en fait. C'est en quelque sorte une forme quand même d'élément déclencheur pour autre chose qui se passe. C'est pas un élément déclencheur qui arrive au début. Ouais, c'est assez incroyable. L'élément déclencheur n'est pas au début. On ne sait plus où il est, en fait, au bout d'un moment. En fait, dans chacune des histoires, l'événement que tout le monde identifie n'a pas toujours la même fonction. C'est-à-dire que parfois, c'est un décor. Oui. Parfois, c'est ce qui... Par exemple, tu parlais de L'âge de raison. Oui. C'est une nouvelle que je viens de lire assez récemment dans un salon. Donc, justement, j'ai pu la tester à voix haute. Ouais. Là, l'histoire de ce qui se passe dans L'âge de raison, c'est véritablement le moteur. Oui. En quelque sorte. On va pas dire ce que c'est. Non, non. Faut rien dire. Il y a d'autres nouvelles, et c'est volontaire aussi, qui sont où c'est une toile de fond. On est dans une époque
Et c'est aussi l'idée de pouvoir, comment dire, que chaque nouvelle ait sa spécificité, sa forme spécifique, en quelque sorte. Mais est-ce que toi, en écrivant des nouvelles aussi différentes, dans le même recueil, tu as envie que le lecteur soit surpris à chaque fois ? Ou est-ce que tu as envie, comme par exemple moi, je sais que la nuit où Elvis Presley est mort, si on dit indéfectible, c'est la première chose que je vais dire. Tu vois ? Oui, est-ce que tu viens nous chercher toujours où on nous attend pas, où nous, on est tellement habitués à une construction peut-être un peu classique aussi en tant que lecteur, avec un déroulé chronologique qui devient peut-être un peu ronronnant. Là, tu nous bouscules. C'est l'idée aussi de surprendre. Un des principes de la nouvelle, certaines nouvelles sont dites à chute. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de retournement, il y a un twist à la fin, il y a une surprise, mais pas forcément. Il y a certaines nouvelles, c'est pas la construction. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi qu'il y ait des ruptures dans l'histoire et qu'il y ait des choses qui nous surprennent. C'est aussi ça qui fait, qui crée une forme de suspense. Ouais. Ce que je veux préciser aussi, c'est qu'il y a 2 nouvelles au moins qui se passent à Nancy, délibérément, dont l'une pendant le Festival mondial du théâtre à Nancy, que les jeunes ne connaissent pas forcément, mais pourtant qui était un événement hyper important, qui s'est terminé dans les années 80. Moi, j'ai découvert en lisant. Hein. Tu connaissais pas ? Non, moi je suis arrivée à Nancy il y a 15 ans. Oui, mais 20 ans. Mais même historiquement, les gens ne connaissent pas forcément. Ouais. C'est vrai que il y a quelques années, j'ai donné des cours à la fac au niveau du théâtre. Ils savaient pas. Et en fait, ils découvraient que la première fois qu'on a vu Pina Bausch en France, c'était à Nancy, par exemple, ou Bob Wilson. Ouais. Des gens qui sont devenus des... Ouais. Ou Tadeusz Kantor est venu 3 fois, je crois, à Nancy. Donc, c'était vraiment un festival qui a été créé par Jack Lang. En plus. Voilà, donc... Alors, on va faire une première coupure musicale avec I Am Laid in Earth. C'est ça ? C'est justement lié totalement à cette nouvelle. Ok. Donc, qui se passe à Nancy. Ouais. Et en fait, c'est donc une musique qui était utilisée dans la pièce de Pina Bausch qui s'appelle Café Muller, qui porte d'ailleurs le titre de cette nouvelle. Oui. Eh bien, on se retrouve juste après.
de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Benoît Fourchard pour son recueil de nouvelles indéfectibles, paru aux éditions de la Lanterne en janvier 2024. Benoît, donc dans ce recueil, tu as écrit 20 nouvelles. Est-ce que ça a une importance particulière, ces 20 nouvelles? Pourquoi 20? Pourquoi pas 15, 21, 25? Voilà. Et ben en fait, mon éditrice a fourni la réponse il y a peu de temps dans un salon. Ouais. C'est comme ça coûte 20 €, c'est fait 1 € la nouvelle. Ah ouais, Donc c'est pas cher. C'est simpliste quand même. Non, c'était. C'est très concret, hein. Il y a aucun arbitrage en fait. Ouais, non. J'en ai plein d'autres, mais à un moment. C'était ma sous-question. Est-ce que tu en as plein d'autres? Mais même autour de cette idée-là, donc il y en avait d'ailleurs une autre qui. Là, la dernière nouvelle s'arrête en 2020. Ouais. Et il y avait encore une nouvelle qui était plutôt sur 2021, et finalement que j'ai considéré pas assez abouti, que j'ai envie de retravailler. Donc, mais en fait, non, le chiffre est absolument pas arbitraire. Okay. C'est devenu. J'avais au départ fait ça sur trois grands chapitres, on va dire, sur 3 doubles décennies, 60-70, 80-90 et 2000-2010, donc qui allait jusqu'à 2020. Donc ça, c'était à peu près équilibré aussi sur les différentes décennies, mais il n'y a aucun... c'est pas un arbitrage particulier. Et d'ailleurs, la première nouvelle, je voulais vraiment qu'on y fasse écho, c'est « J'épouserais bien Maurice René », cette jeune femme, années 60, qui se retrouve un peu alors forcée, abusée, pour ne pas dire violée, par un collègue de son père. De son employeur. De son employeur, pardon. Et qui tombe, au moment où j'ai lu ça, on était en train de parler d'insérer dans la Constitution le droit à l'avortement. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve que c'est le fait que tu écrives cette nouvelle, je pense à l'époque, n'avait aucun rapport avec qu'on insère le droit à l'IVG. C'était déjà difficile de faire admettre la pilule. Hein. Ouais. Donc, Et du coup, ça tombe à ce moment-là et je me dis, c'est chouette, on voit en quasi 60 ans, ça a été long, ça a été compliqué, mais on y arrive. Et d'ailleurs, cette nouvelle, en plus, se termine, je ne vais pas spoiler, mais sur un fatalisme horrible pour cette jeune femme. Tout à fait. Et j'en dirai pas plus. Et je précise quand même, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui était Maurice René. Hein, c'était quand même un acteur à l'époque qui aurait pu avoir la carrière d'Alain Delon. Enfin, ils étaient presque concurrents. Elle en parle d'ailleurs au début. Elle est hyper admirative et tout. C'est son rêve absolu. En fait, cette histoire se passe entre 65 et 68, se termine avec mai 68. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça montre aussi toute une époque complètement révolue où il y avait cette jeune fille qui venait de la campagne, qui était au service de très jeunes gens, parce qu'en fait, c'est un couple, c'est des trentenaires. Oui, c'est des Ils ont trentenaires. déjà 4 enfants, bientôt un 5e, des bourgeois d'une petite ville. Un peu bobo, comme ça. Bobo, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est plutôt des bourgeois tradis, on va dire. Ouais, moi je l'ai trouvé un peu surfait comme ça. Oui. Voilà. Et elle, donc, elle arrive pour être à leur service, complètement exploitée, pas déclarée. Enfin, c'était toute une époque aussi de... Très, très peu de revenus, dans une petite chambre en haut. C'était... Et voilà, je trouvais que c'était chouette. On voit en 60 ans l'évolution de nos mœurs et de notre société. Benoît, quels sont tes projets pour l'avenir? Écriture, pas écriture, théâtre, il y a plein de choses. Alors, en termes d'écriture, il y a un roman jeunesse qui est paru il y a très peu de temps, là, à la fin de l'année 2023, qui s'appelle Ida la Bleue, pour les 12-13 ans. Il y en a un autre roman jeunesse qui sortira en novembre, qui s'appelle Les baskets du Père Noël. Donc, l'époque va... Chouette, t'es en plein dedans. Qui s'adressera plutôt à un public un peu plus jeune, 10-11 ans. Là, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Le Jasmin. Mais tu as toujours écrit pour... tu bascules et de genre... et de public, comme ça. Mais comment tu fais? Est-ce que t'en as... J'ai plusieurs cerveaux. Non, mais t'as des idées plein la tête et tu dis, tiens, celle-là ou... En fait, ça, c'est peut-être aussi ma formation théâtrale qui fait... Enfin, ma carrière théâtrale. J'ai quand même beaucoup écrit à la fois pour la jeunesse, dans les années, mais même jusqu'il n'y a pas très longtemps. J'ai encore écrit une pièce jeunesse. Et en même temps, en parallèle, d'avoir d'autres types d'écriture. Mais en fait, ça dépend un peu des sujets. Il y a des choses qui me disent, tiens, mais ça s'adresserait vraiment au jeune public. Ida la Bleue, par exemple, qui est paru il y a peu de temps, c'est vraiment un propos que j'ai envie de donner aux ados, quoi. Ouais. C'est sur l'écologie, sur... voilà. Donc...
Ça dépend vraiment des sujets. J'ai aussi travaillé un peu dans le scénario de cinéma. Parce que c'est comme si tu n'avais aucune difficulté à passer d'un public à l'autre, comme si ça venait. Et en plus, tu le dis, mais comme si tu allais acheter une baguette de pain, quoi. Ah bah tiens, je fais ça pour adultes. Et puis, et moi, je trouve ça juste génial. Parce que vous êtes nombreux dans ta tête aussi. Non, mais en fait, après, tout ça, c'est vrai que ça paraît. Les choses ont l'air de se succéder ouais, mais ça bouillonne Martha et tout le temps, en fait. En fait, ça s'arrête jamais. Oui, mais là, les nouvelles, il y en a certaines qui ont été écrites il y a 7 ou 8 ans. Hein. Et que tu as laissé au fond d'un tiroir qui ne sont pas forcément parues ou qui faisaient pas l'objet du précédent recueil. Certaines que j'ai eu envie de retravailler. Ok. Voilà, Martha, par exemple, avant que ça paraisse, il y a eu 4 ou 5 ans. Alors, il y a eu des réécritures, mais Ida la Bleue, là, la résidence d'écriture a eu lieu en 2019, donc ça prend beaucoup de temps quand même. Ça paraît comme ça moi, se rapprocher, mais en fait... Souvent, on a des auteurs, moi je côtoie des auteurs qui écrivent pour le même type de public. Oui, mais en fait, voilà. Après c'est... Mais même à l'intérieur d'un recueil de nouvelles, j'aime bien explorer des différentes... parfois, dans un autre recueil que j'avais fait, il n'y a que du dialogue, par exemple. Ça pourrait presque être du théâtre, quoi. Ok. Voilà. Et en termes de projet, je suis sur un projet d'écriture, bien sûr, tout le temps. Hein. Oui, ça je crois que... mais là, c'est en train de se construire sur un nouveau roman. Donc, voilà. J'ai terminé un texte qui est en lecture chez les différents éditeurs, une novella, c'est-à-dire une longue nouvelle, qui s'adresserait à des grands ados, on va dire, autour de la chasse. Les adolescents ? Oui, comme on les appelle aujourd'hui, ouais. Et puis sinon, on a toujours le festival 12 000 signes qui se déroulera en gros du 1er au 10 novembre prochain. Où là, on met en lecture des nouvelles, des nouvelles. Donc, ça, on en a déjà parlé ensemble. Puis c'est super chouette parce que c'est dans plusieurs lieux. C'est dans plein de lieux différents. Souvent des invités prestigieux. Tout à fait. Vous savez déjà un peu ou pas ? Oui, on sait. Ça sera Régis Geoffrey, le parrain. En plus. Voilà. Donc, l'année dernière, c'était Mélisse de Kerangal. Voilà, on a c'est toujours... chouette. Le but d'inviter des auteurs un petit peu médiatiques, on va dire, c'est surtout pour montrer que la nouvelle n'est pas un sous-genre. Oui. Donc du coup, ils nous servent de porte-parole. Quand on avait Marie-Hélène Lafont qui parle de la nouvelle sur France Culture il y a 2 ans, quand elle est venue dans notre festival, ça donne aussi, ça correspond à ce qu'on a envie de montrer, que la nouvelle, moi j'en écris, mais c'est pour tous les autres auteurs de nouvelles et tous les gens qui se disent « Oh, la nouvelle, bon... Ça existe encore, ça, des gens qui sont un peu en disant « Ouais, bon, c'est une nouvelle. » Je pense. Est-ce que vous avez déjà vu un rayon nouvelles dans une librairie ? Non. Jamais. Il y a toutes sortes de rayons, mais pas nouvelles. Ouais. Où on les trouve plutôt dans tout ce qui est littérature très classique, ce genre de choses. Mais si vous voulez, si vous vous intéressez à la nouvelle, il faut que vous alliez chercher « Ah oui, tel romancier a écrit un recueil de nouvelles. » Il n'y a pas, les médias n'en parlent quasiment jamais. La démarche est vraiment différente. Très, très rare par rapport au roman. Et puis, les éditeurs, ils ont beaucoup de mal à publier des nouvelles parce que c'est toute une chaîne, ça ne se vend pas beaucoup. Donc, les éditeurs, et c'est des commerçants. Bien sûr. Non, donc, il y a des petites maisons d'édition pour des auteurs pas très connus qui jouent le jeu. Sinon, il faut être un auteur très connu. Mélisse de Kerangal ou Marie-Hélène Lafont peuvent très bien publier un recueil de nouvelles dans leur maison d'édition. Oui, ça posera pas de problème. Ça posera aucun problème. Mais voilà, tous les autres auteurs, et puis il y a des choses super, tous les ans dans notre festival, on fait découvrir des auteurs dans des maisons d'édition moins connues, des auteurs moins connus, et on se rend compte que il y a une qualité d'écriture et de mise en voix, parce que tous les textes ne peuvent pas aussi facilement se mettre en voix, mais en tout cas on se rend compte qu'il y a une pléiade d'auteurs et de maisons d'édition. Ok. On va faire une coupure musicale également de ton choix, qui est de Bob Marley, Natural in Mystic Exodus. Alors, tu nous dis pourquoi ? Alors, le premier extrait qu'on a passé tout à l'heure de Purcell, ça faisait partie de la nouvelle dont on parlait, donc qui se passe à Nancy. Ouais. C'est l'extrait d'un spectacle de Pina Bausch qui s'appelle Le Café Muller. Oui. Donc, c'était la musique qui illustrait, et donc dont on parle dans la nouvelle. Okay. Et là, le Bob Marley, en fait, c'est dans la nouvelle... la nuit où Elvis Presley est mort, bizarrement, parce que c'est la même époque, c'est 76, 77, donc c'est dans l'album Exodus, comme il dit, et donc en fait, il y avait cette musique qui passait, pendant qu'il se passe des choses dans cette nouvelle, dont on ne dévoilera rien, juste au moment où la radio annonce Elvis Presley est mort. Et là, donc là, ça bascule. Tout bascule. Dans autre chose. Mais il passait cette musique... Natural mystique, voilà. Et on se retrouve juste après pour ton caprice de lecture.
Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission en présence de Benoît Fourchard qui nous a présenté son recueil de nouvelles Indéfectible aux éditions de La Lanterne. Benoît, tu vas nous parler d'un caprice de lecture assez récent. Il s'agit de Neige Sino, Triste Tigre. Alors vas-y, c'est à toi. Alors c'est un roman qui est paru, je crois, à la rentrée. Oui, à la rentrée septembre 2023, ouais. Bah, c'est vrai que c'est parmi les dernières lectures, je lis beaucoup de choses, hein, mais celle-ci m'a particulièrement touché, alors parce que je suis sensible au sujet, ouais. Parce que je suis un homme blanc de 60 ans et que j'essaye d'être, d'adopter une forme de déconstruction, c'est pas du tout évident, hein, mais je suis particulièrement sensible à ce sujet parce que, enfin, on commence à en parler. Alors c'est vrai que moi je l'ai parfois abordé dans certains textes ou dans certaines histoires parce que c'est... Voilà, alors il faut savoir quand même que c'est l'histoire d'un inceste. Ouais. C'est pas une personne connue et c'est pas un inceste connu à la différence des précédents ouvrages qui ont pu être publiés de Vanessa Springora ou de Camille Kouchner qui parlaient de gens très connus, qui étaient tout aussi choquants et tout aussi violents et tout aussi monstrueux. Là, c'est quelque chose, c'est une histoire qui se passe dans un milieu tout à fait banal où cette personne a subi un inceste pendant plusieurs années. Elle avait entre 8 et 12 ans, oui, je crois que c'est dans ces âges-là. Okay. Et je trouve c'est une œuvre littéraire aussi avant tout, et c'est aussi pour ça que moi ça me touche d'autant plus. C'est pas que un essai sur ce sujet. Oui. C'est véritablement un travail littéraire qui est très très fort parce que c'est très très original la manière dont c'est amené. Donc moi, tout ça, ça m'a beaucoup touché et vraiment même assez bouleversé, je dois dire. Okay. C'est vraiment une des œuvres, un des romans que j'ai lus ces derniers temps. Que tu conseilles. Que je conseille. Alors, c'est très violent, hein. Ouais. Mais on n'est jamais placé en tant que voyeur. Okay. C'est ça qui est important aussi, bien entendu. Et du coup, alors, parce que moi, j'ai en tête quelques romans où on est vraiment placé en tant que voyeur et quelquefois, il y a même des choses qui mettent mal à l'aise. Là, toi, tu aimes bien parce que ça évoque des émotions, ça évoque de la compassion, pourquoi pas aussi. Oui, et puis ça permet aussi d'aborder un sujet qui me paraît quand même extrêmement grave, quand même, tout le problème du patriarcat, en gros, et du coup, ça remet en question et ça rentre dans une construction générale où il y a beaucoup de gens, maintenant, on le sait, hein, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais où les gens commencent à parler, et surtout, les femmes, évidemment, et surtout, mais même d'ailleurs des garçons, avec MeToo Garçons, mais surtout, elles commencent à être entendues, ce qui n'était pas le cas. Et il a fallu ces différentes œuvres littéraires, entre autres, et aussi ce qui est raconté, les témoignages, pour qu'on commence à entendre ces choses-là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, parmi toutes les personnes qu'on évoque, il n'y a pas que des menteuses, quoi. Oui. Malgré ce que disent les accusés. Oui. Pour eux, c'est très très rare qu'il y en a un qui disent « Oui, je reconnais, je l'ai fait ». Non, elle était consentante, elle était consentante, etc. Je ne l'ai jamais forcée. Judith Godrèche, avec 14 ans quand même, non. Non. Elle n'est pas consentante. Non, à 14 ans, elle ne peut pas être consentante. Et je pense que ce livre-là permet d'aborder aussi, et puis même peut-être d'en parler aussi avec des jeunes et tout ça. Donc ça me paraît très important. Là, on va au-delà d'une histoire qu'on nous raconte, quoi. Ouais. On est au-delà de la littérature. Ouais. Okay. C'est un véritable, presque c'est un geste politique, on va dire. Ouais. Voilà. C'est bon à savoir. Voilà pourquoi je ne fais que conseiller ce livre. Je comprends. Benoît, pour terminer cette émission, peux-tu nous dire où on peut retrouver ton actualité, l'actualité du Festival 12 000 signes, qui est en cours de préparation, sur les réseaux, tu peux nous dire ? Alors pour le Festival 12 000 signes, il y a tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur Facebook, etc. Festival 12 000 signes. Oui, tout à fait, on le trouve. D'accord. Il y a aussi, c'est porté par la compagnie Les Fruits du Hasard, qui est une compagnie de théâtre de Nancy. Et là, il y a un site où il y a aussi tout l'historique des 4 précédentes éditions du festival, où on retrouve des extraits, etc. Ouais. Et puis, normalement, il y a un certain nombre d'organes de presse qui suivent l'affaire, évidemment la presse locale, mais parfois aussi, il y a une petite fenêtre sur France Culture ou autre. Comme on ne parle pas beaucoup de la nouvelle, c'est aussi l'occasion de... peut-être que ça intéresse certains médias aussi, malgré tout, puisque surtout grâce à nos parrains et marraines un peu prestigieux. De renom. Voilà.
Merci beaucoup Benoît d'être venu dans ce Caprice de lecture nous présenter ton dernier recueil de nouvelles, donc Indéfectible, sorti en janvier 2024 aux éditions de La Lanterne. Ce fut un vrai plaisir comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt sur les ondes de Fadjet.